Comme nous l'avons vu dans la capsule 1, la littératie est l'ensemble des compétences en lecture nécessaires afin d'être fonctionnel et autonome en société. Malheureusement, au Québec, 53% des gens ont un faible niveau de littératie. Ils peuvent donc avoir besoin d'aide afin de bien comprendre les différents textes qu'ils ont à lire. Mais pour aider ces personnes, on doit d'abord les reconnaître. Quels sont les signes qui démontrent l'incompréhension? À quoi reconnaît-on un faible lecteur? C'est le sujet que nous aborderons aujourd'hui. Dans la capsule précédente, nous avions vu qu'il y avait 6 niveaux de littératie de moins 1 à 5. Pour être fonctionnelle, une personne doit se situer dans les niveaux 3, 4 ou 5. Au Québec, seulement 47% de la population se retrouve dans ces niveaux. Et pour notre région, le pourcentage descend entre 42 et 45%. C'est donc dire qu'on retrouve plus de personnes dans les faibles niveaux que dans les niveaux supérieurs. Afin de vous aider à mieux reconnaître ces personnes, on vous propose la capsule 2, les comportements observables. Bienvenue à notre deuxième capsule portant sur la littératie. Dans la première capsule, on a vu qu'il y avait 6 niveaux de littératie qui avaient été identifiés par le PQ, soit le niveau -1, 1, 2, 3, 4 et 5. On a aussi vu que concernant les niveaux -1, 1 et 2, les gens qui sont à ce niveau peuvent éprouver de la difficulté à lire, comprendre et utiliser de l'information écrite. C'est en ce sens qu'on a besoin de bien les identifier pour adapter nos communications avec ces personnes-là. Mais comment les identifier? Quels sont les comportements observables de ces personnes-là? Ce sera le but de notre capsule d'aujourd'hui. Avant toute chose, il faut être conscient que les gens qui ont un faible niveau de littératie vont avoir développé des trucs et astuces pour masquer leurs faibles compétences en lecture. Pensons seulement à M. Jacques Demers, qui a été entraîneur dans différents clubs de hockey de la LNH et sénateur. M. Demers, dans sa biographie, explique que pour se sortir de situations inconfortables, il avait des excuses du genre « j'ai oublié mes lunettes » ou « je suis pressé ». On pourrait aussi entendre des gens dire « Ah, je vais faire ça à la maison » ou « Ah, c'est ma femme qui a ces informations-là ». Donc, le premier comportement observable, c'est que la personne va vous sortir plein d'excuses pour éviter de lire ou de remplir le document devant vous. Il y a plusieurs autres comportements observables. Par exemple, la personne pose peu ou pas de questions. La raison? La peur de poser des questions niaiseuses ou de montrer l'étendue de leur incompréhension. Un autre comportement observable est le fait que la personne ne se présente pas à son rendez-vous et n'avise pas de son absence. La raison? Encore une fois, la peur. La peur de se faire juger si elle n'est pas capable de répondre correctement à des questionnaires ou n'a pas bien compris un texte. Et la raison pour laquelle elle n'avise pas de son absence? Ce n'est pas par manque de respect, mais tout simplement parce qu'elle n'a pas été capable de trouver vos coordonnées. De plus, les gens pourraient avoir de la difficulté à comprendre une idée qui sort de son contexte familier. Par exemple, en lisant le journal, s'ils lisent qu'il y a eu un feu de cheminée, ils vont faire la référence à l'incendie. Par contre, dans la rubrique nécrologique « Feu Monsieur Gérard », ils pourraient croire que cet homme est décédé dans un incendie. Aussi, un comportement qui peut nous mettre la puce à l'oreille est le fait que la personne arrive accompagnée et qu'elle se fie énormément à son accompagnateur pour répondre à des questions ou écrire. Un autre comportement observable est le fait que la personne aura de la difficulté à prononcer certains mots, comme spicologue, chasseuse ou dyslexique. Finalement, les gens auront de la difficulté à exprimer une idée simple parce qu'elle est trop éloignée de leur réalité ou qu'ils ne comprennent pas bien. Par exemple, plutôt que de nommer l'université, ils vont dire que leur enfant va à la grande école. Vous avez probablement une foule d'exemples qui vous vient en tête. En effet, la liste des comportements pourrait être vraiment plus longue. Par contre, ceux qu'on vous a présentés aujourd'hui sont les principaux. Notre but, c'était vraiment de vous sensibiliser à ces comportements afin que vous adaptiez vos communications auprès des gens qui ont un niveau faible de littératie. Dans les prochaines capsules, on va vous donner des trucs et astuces pour améliorer vos communications tant à l'écrit qu'à l'oral. Ah oui, j'oubliais. Pour optimiser votre participation à la prochaine capsule, écrivez-nous à l'adresse au bas de l'écran pour qu'on vous envoie l'outil à une mémoire qu'on a créé en lien avec la littératie. Merci, à la prochaine. Ce qu'il faut retenir de cette capsule,
c'est que les gens ayant de faibles compétences en lecture ont appris à compenser et surtout à cacher leurs difficultés. Il est donc important d'être attentif aux nombreux signes qui nous démontrent leur incompréhension, et ce, même parfois chez des personnes de niveau 3, 4 ou 5, afin de mieux les aider. J'ajoute que les gens qui se retrouvent dans les niveaux -1, 1 et 2 en sont gênés et se sentent souvent vulnérables devant les personnes plus instruites, ce qui peut mener à une attitude agressive ou soumise lorsqu'ils ne comprennent pas bien. Voici un exemple typique d'un niveau 2. La personne vit une vie tout à fait normale, elle paie ses comptes, se paye une voiture, des vacances au chalet, elle lit le journal le matin, elle travaille au même endroit depuis longtemps et elle y est appréciée. Par contre, quand on y regarde de plus près, on se rend compte que cette même personne doit appeler sa sœur pour l'aider à remplir la demande de remboursement anticipé des frais de garde d'enfants, qu'elle fait une quantité astronomique de fautes quand elle répond aux messages de l'école, qu'elle a dû appeler Service Canada pour remplir sa demande de PCU après avoir sacré pendant 1 heure devant son ordi, que s'adapter au nouveau logiciel à son travail lui prend plus de temps que son collègue et qu'elle a subi un accident de travail récemment parce qu'elle a mal lu la notice. On comprend donc que ces faibles compétences en lecture, même si elles ne l'empêchent pas de vivre, font tout de même en sorte que la personne doive recevoir de l'aide de temps à autre, et elle n'est donc pas pleinement autonome ni dans sa vie personnelle, ni dans sa vie professionnelle. Cet exemple montre l'importance de reconnaître les faibles lecteurs. On va commencer par vous présenter les 3 mises en situation et placer les personnes selon leur niveau, et ensuite, ce sera à votre tour de le faire. Première mise en situation. La mère lit et signe le plan d'intervention de son enfant et en semble satisfaite. 1 semaine plus tard, son enfant lui dit qu'il a fait son examen avec un ordinateur. En colère, elle appelle l'enseignante parce qu'elle trouve que ça ne l'aidera pas à mieux écrire. La mère serait de niveau 2 ici, parce qu'elle a lu le plan d'intervention et en a compris certains bouts. Par contre, elle n'a pas compris que son enfant aurait droit à un portable, ni les raisons pour lesquelles il s'agit d'une mesure bénéfique pour lui. Le fait qu'elle soit fâchée peut aussi démontrer sa vulnérabilité face à son incompréhension du plan d'intervention. Autre exemple, le père doit remplir un questionnaire pour l'évaluation d'un possible TDAH chez son enfant. Certaines questions sont plus difficiles à comprendre. Il doit parfois faire des déductions pour bien répondre. Le père serait de niveau 3 parce que bien qu'il ne comprenne pas parfaitement toutes les questions, il possède des stratégies efficaces pour y répondre. Il a un vocabulaire suffisant pour l'aider à déduire et il finit par bien remplir le questionnaire. On vous présente maintenant le dernier exemple avant que ce soit à votre tour de jouer. La secrétaire survole le formulaire d'inscription à la maternelle d'un enfant de 5 ans. Il y a plusieurs questions sans réponse ou celles données ne répondent pas toujours à la question posée. Ici, la mère serait probablement de niveau 1. Elle a de la difficulté à remplir un questionnaire relativement simple, contenant surtout des renseignements personnels. Elle n'a pas de stratégie efficace pour l'aider à comprendre et elle n'a pas demandé d'aide, c'était peut-être par gêne. Maintenant, on vous demande de faire la même chose avec les mises en situation suivantes. Voici donc la première mise en situation. La travailleuse sociale fait une demande auprès d'un organisme de la région pour une bourse afin de couvrir les soins dentaires assez urgents d'un élève. Elle s'occupe de remplir toute la paperasse avec lui. Il ne reste qu'à remplir et signer le formulaire de consentement parental. Elle envoie le dit formulaire par courriel et laisse quelques indications ainsi que le document en pièce jointe. Après plusieurs jours, elle n'a toujours pas la signature du parent. Elle le contacte donc pour lui rappeler de retourner le formulaire. Surprise, il n'est pas rempli. Le parent ne comprenait pas ce qu'il y avait à écrire là-dessus. Pourtant, on ne demandait que quelques renseignements personnels comme le nom et l'état civil, ainsi que le lieu de résidence principal de l'enfant et une signature. Selon vous, quel serait le niveau de littératie des parents? Le parent se retrouve probablement au niveau 1, parce qu'il a du mal à répondre à un formulaire court et assez simple comportant des questions communes. Probablement que l'utilisation du terme « lieu de résidence principal » plutôt que « adresse » l'a mélangé, de même que la question sur l'état civil. De plus, le fait qu'il n'a pas tenté de contacter la travailleuse sociale pour avoir plus d'informations peut démontrer ses faibles compétences en littératie.
L'élève est en échec en écriture. Son parent s'inquiète et voudrait aider son enfant à mieux réussir. Il était bon en français au secondaire, toutefois, son dernier cours remonte à loin et il ne sait pas trop comment l'aider. Il envoie donc un courriel à l'enseignant pour avoir des trucs. Ce dernier lui envoie une liste d'activités possibles à faire pour améliorer les compétences en écriture. Le parent est bien content de pouvoir travailler avec son enfant. Quel serait le niveau de littératie du père? Le parent serait de niveau 3 parce que même s'il se trouve un peu poche, au secondaire, il était bon. De plus, il a été capable de composer un courriel clair exposant de façon compréhensible sa demande. Enfin, il a suffisamment de compétences en lecture pour comprendre le courriel de l'enseignant et mettre en application les conseils lus. Un matin, en classe, un élève présente des symptômes compatibles avec la COVID-19. L'enseignante l'envoie au secrétariat afin d'effectuer un test rapide. Malheureusement, la secrétaire constate que le formulaire de consentement parental a été mal rempli. Toutes les cases ont été cochées. Comme l'enfant ne peut passer le test à l'école, elle appelle les parents pour qu'ils le ramènent à la maison en attendant le résultat de son test. La mère est étonnée. Elle avait pris soin de cocher toutes les cases pour être certaine que son enfant puisse bénéficier du service. Selon vous, quel serait le niveau de littératie des parents? Dans cette mise en situation, le parent se retrouve probablement au niveau 2, parce que la mère a été capable de remplir une partie du formulaire, soit d'indiquer le nom de son enfant et apposer sa signature, entre autres. Par contre, elle a du mal à comprendre les choix proposés et n'a donc pas été en mesure de choisir la réponse qui lui convenait. À la toute fin de la capsule 2, on vous présentait la roulette. Elle sera bientôt disponible pour vous. En terminant, la prochaine capsule présentera comment adapter ses communications à l'oral afin d'aider les faibles lecteurs. D'ici là, on vous suggère une petite réflexion. Quelle stratégie utilisez-vous auprès des élèves pour vulgariser, simplifier, expliquer les documents que vous leur partagez? Est-ce que vous pourriez utiliser ces mêmes stratégies avec leurs parents? Le faites-vous déjà? Si vous avez des questions, des observations ou des réflexions à nous partager, vous pouvez nous contacter par courriel à l'adresse suivante: cea@cscamelou.qc.ca.